Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle édition de The Big Well Insight, nous avons le plaisir avec Grégory de recevoir Pascal Gauthier, le patron de Ledger. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors on ne présente plus trop le français Ledger qui est considéré comme le leader mondial de la conservation d'actifs numériques, notamment grâce à ses hardware wallets, les fameux nano. Mais Ledger ne fait pas que ça, il nourrit des ambitions dans de nombreux autres domaines. Et on va en parler tout de suite, mais peut-être commençons d'abord par le contexte sur les marchés. On est en plein bear market, Pascal, avec un Bitcoin qui vaut à peine plus de 20 000 dollars. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ce qu'on appelle le bear market aujourd'hui? Bon, je trouve que bear market, c'est un terme très financier et de classer maintenant tout ce qui est crypto-actif uniquement sous un chapeau financier, comparer ça à du stock Apple, de l'or, etc. Je trouve que c'est pas faire grâce à tous les développements qui ont eu lieu dans les dernières années. Et on se rend compte que les technologies de blockchain ou la crypto en règle générale, c'est utilisé maintenant pour faire beaucoup d'autres choses et notamment créer des communautés. Le premier drop qu'on va faire sur Ledger Market, d'ailleurs, c'est avec Brick. Là, c'est le 4 septembre. Et Brick, c'est une communauté donc, basée sur des NFT, mais autour de l'art, du sport, de la musique, etc., etc. Donc, tu te rends compte que ça va maintenant largement au-delà de simplement du prix du Bitcoin et de savoir si le Bitcoin, c'est de l'or digital ou un moyen de paiement, etc., etc. Alors, donc, d'un point de vue financier, c'est peut-être un bear market, mais d'un point de vue écosystème et écosystème mondial, ça ne ressemble pas pour nous à un bear market. D'ailleurs, Ledger est en croissance d'une année sur l'autre. Sur le premier semestre, on fait de la croissance et là, on continue de faire de la croissance en juillet, août, assez fortement d'ailleurs par rapport à l'année dernière, plus fortement en juillet, août que sur le premier semestre. Donc, Parfait. pour nous, ce n'est pas exactement un bear market. Enfin, en tout cas, tout dépend de la définition du bear market et à quoi il s'applique. Alors, tu précèdes ma prochaine question. On voulait savoir aussi comment Ledger avait traversé donc le bull market et maintenant ce bear market. J'ai l'impression que ça va bien. Bah, ça va bien. Le problème, c'est que tu as toujours envie de faire mieux. Donc, c'est-à-dire il y a quand même un bear market financier macro et micro sur le Bitcoin. Donc, macro, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui souffre. Et puis tous les actifs souffrent de la même manière. Et donc, tu peux pas dire non plus que tu vois, c'est pas le smooth sailing avec le ciel bleu, la brise qui va bien avec toutes les voiles gonflées, etc. C'est quand même des moments qui sont difficiles, surtout que les crises s'empilent les unes aux autres. Nous, en plus, il y a la crise du hardware par-dessus, avec des difficultés de production, d'approvisionnement, des coûts qui montent sur le hardware. Enfin, donc, le monde est un peu en train de se réajuster, je dirais, en termes de niveau business. Comme toutes les crises, c'est un espèce de réajustement. Il faut se rappeler toujours qu'après le bear market, il y a toujours un bull market et que les bear markets durent moins longtemps en moyenne que les bull markets. C'est 1,6 années en moyenne pour les bear markets et c'est 5 ans en moyenne pour les bulls. Donc ce bear, après la pluie, le beau temps, enfin, je veux dire, il y a un moment donné où ça aura une fin et puis ensuite, il faut se préparer pour le bull. Et donc, pour nous, tout l'enjeu, il est là, en fait. C'est d'arriver à passer la tête avec le bear market où ça met quand même de la pression sur tout, même si on se comporte mieux que d'autres entreprises et que d'une année sur l'autre, on fait de la croissance, on fait entre 15 et 50% de croissance alors qu'on pensait qu'on allait faire 200%, tu vois. Donc, c'est quand même moins bien que ce qu'on pensait qu'on allait faire. Mais surtout, tout l'enjeu maintenant pour nous, c'est de nous préparer à la prochaine croissance parce que quand ça va repartir à la hausse, ça va repartir très fort. Et là, il faut être prêt. Donc, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'il ne faut pas s'appauvrir trop pendant le bear market pour être très fort quand le bull reprend, parce que c'est là où il faudra avoir du stock, c'est là où il faudra avoir les produits qui vont bien, les systèmes qui marchent bien, etc. etc. Donc, c'est tout cet enjeu, c'est de passer le mieux possible ce bear market ou ce marché un peu plus mou pour, quand le marché va reprendre très fort, être prêt, quoi. Et alors, justement, Pascal, tu parles de ce bear market. Vous avez déjà traversé un bear market en 2018. Comment vous préparez à celui-ci? On a entendu dire que vous seriez peut-être en train de lever des fonds. Est-ce que ce serait pour anticiper justement ce bear market? Est-ce que ce serait pour potentiellement faire des acquisitions, sachant que vous n'en avez pas beaucoup fait par le passé? Tu me posais plein de questions dans une. Donc, sur les rumeurs de levée de fonds,
Bon, on ne commande pas des rumeurs, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que quand tu es CEO, on dit ABR, always be raising. De toute façon, Ledger lèvera de l'argent. Ledger, c'est une société VC-backed. Donc, on a fait une série C. De la même manière qu'on a fait une série C, on fera une série D, puis peut-être une E, puis peut-être qu'un jour, Ledger sera public, etc. Donc, de toute façon, il y a une histoire, ça s'appelle l'equity story. Il y a une histoire qui se construit dans le futur. Et à un moment donné, Ledger lèvera de l'argent. Est-ce que c'est maintenant, un autre jour, etc. Bon, bah, ça, on définira et puis on verra quel est le moment le plus propice, parce que aussi il y a ce que tu veux faire et puis ensuite il y a la réalité. Lever de l'argent en ce moment dans ce marché, bon, c'est pas le truc le plus. Donc c'est peut-être pas ce qu'on va faire. Voilà. Maintenant, si on a des opportunités, si on pense qu'à un moment donné, pour nous c'est le bon moment, et si on a ce que s'appelle les use of proceeds, si on a une idée de comment on va déployer le capital aussi qu'on lève, à ce moment-là, on le fera. Mais on ne commande pas vraiment sur la rumeur, parce que c'est jamais, en plus, même si ma réponse elle est quelque part décevante, lever de l'argent, c'est jamais aussi simple que ça, quoi. Enfin, il y a toujours une conjoncture de plein d'éléments. C'est un peu quand tu vas public, quoi. Tu peux décider de dire OK, juin 2023, on va public, et puis quand tu arrives en juin 2023, c'est la bérésina complète. Tu vois, les marchés sont fermés, et puis bah, tu attends que les marchés rouvrent, quoi. Donc, on est toujours en attente d'une fenêtre de tir pour lever de l'argent et continuer de développer Ledger de manière positive. Et à côté justement des fonds, qu'est-ce que vous faites en fait pour justement vous préparer à ce bear market en termes de, je sais pas, sur les effectifs, sur les budgets, ça a un impact? Oui, bien sûr, c'est un impact. Dès que tu as un marché comme ça, tu as un marché en forte croissance, ensuite le marché devient mou, etc. Donc tu reforecastes toujours ton activité. Et les Anglais disent c'est un blessing in disguise. Tu vois, c'est souvent en fait, c'est une fleur que te fait le marché. Le problème, c'est que si tu as un bull market pendant 5 ans et que pendant 5 ans tu fais de la croissance extraordinaire, c'est généralement la recette pour faire beaucoup d'erreurs en fait. Et à chaque fois que, bon, alors nous dans la crypto, en même temps, c'est un peu parfois fatigant, agaçant, parce que tu es bull, bear, etc. Donc tu sais jamais comment piloter trop ta boîte, tu vois. C'est difficile de faire des plans. Et en même temps, à chaque fois que nous, il y a un bear market qui arrive, ça nous permet de nous réorganiser, de rationaliser. Et à chaque fois qu'on fait ça, on se dit, ah tiens, on peut mieux s'organiser ici. Ah tiens, là, on était en train de faire une connerie. Enfin, bon, bref. Et donc, en fait, c'est plutôt bien. Si tu passes bien, il faut voir ça un peu comme une course avec des sauts d'obstacles, tu vois. Ça te met des petits obstacles, et en gros, si tu passes bien les obstacles, tu vas de plus en plus vite, etc. Enfin, tu vois, c'est un bon exercice, quoi. Donc, nous, on le prend comme ça. Et en fait, ce qu'on fait pendant le bear market, c'est on rationalise, on maximise l'efficience des équipes. C'était un grand message que j'ai donné aux équipes. Tu vois, de toute façon, on ne va pas pouvoir embaucher 2000 personnes maintenant. Donc, avec les équipes qu'on a, il va falloir faire un peu plus, il va falloir bosser plus dur. Et les équipes, d'ailleurs, le prennent bien, parce que c'est des moments de challenge. Tu vois, c'est un peu le moment où il faut montrer si tu es vraiment bon ou si tu as juste de la chance, quoi. Et donc, on se focalise sur le produit, livrer du produit, continuer à livrer des produits. C'est pour ça qu'on a fait Ledger Market, et on va annoncer beaucoup de choses entre maintenant et la fin de l'année. On va sortir beaucoup de produits, beaucoup de services, enfin vraiment plein de choses, quoi. Et vous êtes récemment diversifié en lançant un fonds de capital risque avec KT. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? Parce que chez Ledger, on est des pragmatiques, c'est notre première valeur. Et en fait, on a développé une plateforme ouverte, en fait, sur laquelle tout le monde peut se connecter. Aujourd'hui, Ledger Live, il y a un browser d'app dans Ledger Live. Vous pouvez connecter Ledger Live à tout un tas d'applicatifs maintenant, de Paraswap, en passant par OneInch, en passant à Zenledger. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. On peut déclarer ses impôts, on peut acheter des bitcoins. Enfin voilà, on peut vraiment faire tout avec Ledger Live. Et donc, on avait une stratégie de plateforme ouverte, d'App Store, si tu préfères. Voilà. Et bien sûr, vous savez que Ledger, nous, on supporte l'ensemble des communautés, l'ensemble des coins. Bon. Sauf qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas faire tout seul. Et on s'est vite rendu compte que si on faisait tout seul et qu'on essayait d'intégrer tout avec nos petites mains, on n'embaucherait jamais assez d'ingénieurs assez rapidement. Et donc, déjà, la nature même de la solution qu'on a développée de manière technologique et de sécurité, c'est une solution ouverte. Et donc, c'est comme ça depuis le début. Et donc, on a continué en fait cet effort d'ouverture en permettant à des parties tiers de développer sur Ledger. Et aujourd'hui, tous les derniers coins qui ont été intégrés par les équipes des coins eux-mêmes. Ledger a presque rien fait. Et si tu vas sur developer.ledger.com, tu as tous les tutoriaux, tu as tout pour que n'importe quelle équipe puisse développer une app et ou un coin sur Ledger Live, tout seul. Et nous, le seul truc qu'on fait, c'est enfin le seul, c'est pas mal, mais c'est
la revue de sécurité à la fin, avant de publier l'app ou avant de publier le coin, pour être sûr que effectivement, on garantit bien la sécurité end-to-end à nos utilisateurs. Donc ça Ledger le fait, Ledger et ou des partenaires qu'on a triés sur le volet, qualifiés, etc., qui sont des boîtes de sécurité et qui savent faire ce genre de revue, quoi. Donc voilà, on fait ça. Et comment on faisait ça? On était toujours en contact avec énormément d'équipes partout sur la planète qui nous demandaient aussi parfois de l'argent, parce que tout le monde lève de l'argent et la question c'est, tiens, est-ce que Ledger peut investir? Et donc on a commencé à accompagner en fait des boîtes, parce que nous, quand on voit les bons projets, on a envie de les accompagner avec de la technologie et puis ensuite aussi avec de l'argent, parce qu'on a une bonne balance sheet. On a commencé à faire ça depuis la balance sheet, et puis en fait on a vu que si on faisait comme ça, on n'arriverait pas à industrialiser, et qu'en plus notre métier, nous, c'est pas vraiment d'investir, on a un métier de sécurité, enfin on fait déjà beaucoup de choses, donc c'était pas d'être investisseur. Et donc le partenariat avec Cathay, c'est ça, quoi. C'est Cathay, eux, c'est des investisseurs, ils savent monter les fonds d'investissement, etc. Donc on a fait un partenariat avec eux où chacun apporte sa brique. Eux, c'est les investisseurs, nous, on est les industriels du secteur, on comprend bien la sécurité, on est en contact avec presque tous les projets qui vont bien sur la planète, et donc la combinaison des deux fait un fonds d'investissement, qui sera un fonds d'investissement d'ailleurs, hein. C'est un vrai fonds d'investissement comme Andreessen Horowitz ou Union Square Venture, c'est un pur fonds d'investissement, et tu as l'avantage d'avoir un des meilleurs VC européens dedans et une des meilleures boîtes de la crypto Et, en GP et LP. et justement, Pascal, juste sur le fonds, est-ce que faut nous en dire un peu plus sur finalement les investissements que vous avez déjà fait avec le fonds, et peut-être aussi quelles entreprises vous visez? Est-ce que c'est que dans la sécurité, ou est-ce que globalement vous visez tout le secteur, et pareil sur la géographie, est-ce que c'est plutôt France, Europe, monde? Géographie, c'est monde, on vise tout, absolument tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire un deal avec Ledger. Encore une fois, c'est un pur fonds d'investissement, hein. Si tu n'as pas de lien avec Ouais, Ledger, pas de ok, deal commercial avec Ledger, ça ne change rien. Il y a d'accord. des équipes dédiées pour ce fonds. Marguerite de Taverneau, d'ailleurs, qui est la première personne qui a rejoint l'équipe, donc Flash News, c'est Marguerite, elle commence cette semaine, je crois. Donc il y a une équipe dédiée et ça se comportera vraiment comme un fonds. Et tu avais posé une première question que je viens d'oublier. Bah non, c'est tout bêtement sur, est-ce que tu peux nous en dire Est-ce qu'on peut-être a un déjà peu fait plus voilà. sur. On Ouais, a commencé à investir avant que le fonds soit fait depuis la balance sheet de Ledger. Les deals dans lesquels on investit, on les a amenés dans le fonds. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore dit ce que c'était, et on le dira plus tard. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'on a fait le premier deal qu'on a fait Ledger depuis la balance sheet, mais on est sorti, c'est-à-dire la boîte s'est vendue avant même qu'on ait pu créer le fonds, c'est Artefact. ok. Donc, nous, on a toujours adoré Artefact. Alors, c'était un tout petit investissement parce qu'il ne comptait pas vraiment sur nous, mais c'était simplement pour dire on aime bien, on participe. On avait fait une collab avec Artefact, on avait fait un truc un peu un ledger spécial et tout, qui était vachement sympa. On est toujours en relation vachement proche avec Artefact, même depuis qu'ils sont chez Nike. Et voilà, donc c'était notre premier investissement et c'est notre première sortie successful. Et moi, j'aimerais qu'on parle des produits un peu maintenant, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Bon, on connaît très bien les nanos, c'est du matériel qui fonctionne très bien, mais est-ce qu'il y a pas des nouveaux produits sur lesquels vous travaillez actuellement et qui vont sortir bientôt? En fait, quand tu fais du hardware, le hardware, c'est long terme, hein. C'est toujours, d'ailleurs, le hardware ou la mode, c'est un peu pareil. Tu vois, tu bosses toujours sur la collection de. Quand tu es en été, tu bosses sur la collection d'hiver, etc., etc. Et le hardware, c'est encore pire. C'est quand tu es en 2022, tu bosses déjà sur tes collections 2023, 2024, 2025, 2026. Enfin, tu as un temps dans le hardware qui est assez long, surtout si tu fais du hardware at scale, hein. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir entre faire 50 produits hardware et en faire 50 millions, c'est pas du tout le même métier. Il y a un truc, c'est de l'artisanat, et puis l'autre, c'est de l'industrie lourde, quoi. Et donc, nous, on vise plutôt l'industrie lourde, et on vise plutôt le mass market, hein. Enfin, notre but, c'est de passer de business to geeks, ce qu'on était avant, à un business to consumer, ce qu'on veut devenir. Parce qu'on pense que la crypto, à la fin, ça marche que si ça devient un business pour consumer. Si c'est un business to geeks, c'est très bien. Il y a plein de business to geeks qui existent, mais ensuite, ça a un impact limité, quoi. Et donc, on pense que pour que l'impact de la crypto soit majeur, il faut que ça passe en business to consumer. Et donc, dans ce cadre-là, on a une roadmap R&D qui est très, très longue sur le hardware, parce que nous, on pense que le hardware sécurisé, c'est très important. Très important dans le cadre d'un hardware wallet, d'un wallet crypto, dans le cadre de la crypto, mais pas que, dans des usages qui vont aller bien au-delà après. Et même sur le point de vue de pure sécurité. En fait, si tu vois où le monde va en ce moment, tu te retrouves avec les plus grandes plateformes mondiales que sont Apple,
Google/Samsung, tu vois, qui sont complètement insécurisés, en fait, qui n'ont pas du tout été dessinés pour faire de la sécurité dans le sens où nous, Ledger, on l'entend, et dans le sens où la crypto, le Web3 en a besoin. Ce problème de sécuriser une clé privée et de la sécuriser de manière absolue, pas genre dans 80% des cas, et puis, ou 95%, et dans 5% des cas, ça ne marche pas, quoi. La sécuriser de manière absolue en se disant à l'instant T, ça marche et il n'y a aucune faille, ce qui est le cas pour un Ledger aujourd'hui, bah ça, ce n'est pas du tout le cas pour ton iPhone, ton Samsung, aucun de ces produits, parce que déjà, ils n'ont jamais été dessinés comme ça. Et aujourd'hui, pour tous ces produits, il y a un truc qui s'appelle le marché des 0 jours. Les 0 jours, et d'ailleurs, c'est des marchés qui sont publics, légaux. Tu peux y aller tout de suite sur Internet et acheter un hack, en fait, qui te permet de rentrer dans des téléphones, rentrer dans des ordinateurs au niveau de l'operating system et ensuite d'aller explorer tout ce qu'il y a au-dessus, donc toutes les apps, etc. etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, Apple, Samsung, etc., n'ont pas des produits qui font de la sécurité au sens de, où nous, on l'entend, et au sens de ce dont a besoin le marché des cryptos, dans le sens de sécuriser absolument les clés privées. Donc, ce que fait Ledger en termes de R&D, c'est imaginer les prochains hardware wallets, et là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'ils vont être, mais bientôt, on pourra en parler, mais aussi imaginer la sécurité du futur, depuis le Secure Element enfin, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour un device hardware d'être sécurisé demain. Et ça, on travaille aussi sur un futur un peu plus généraliste que simplement cette partie immergée de l'iceberg, je dirais, qui est le hardware wallet. D'accord, Pascal, mais on évoque quand même la sortie pour la fin de l'année d'un nouveau produit qui ferait la taille d'un smartphone. C'est une rumeur ou? Eh ben, ouais, c'est absolument une rumeur. Et donc, comme toutes les rumeurs, on ne commande pas dessus. Mais non, je peux te dire que ça ne sera pas le cas. Ça se passera pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une idée intéressante. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne le fera pas. Mais je peux te donner des trucs plus précis. Il y a deux choses possibles dans le futur. Il y a la question de est-ce que tes clés privées seront toujours sur un device externe qui sera ton validateur avec un écran sécurisé, etc. et que tu auras besoin de deux devices, en fait. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas avoir tout combiné dans un seul device qui va être ton téléphone? C'est ça un peu ça la grande question du futur. Et nous, on pense que tout est possible. En fait, les deux futurs sont possibles aujourd'hui, que c'est un peu compliqué de savoir quel va être le futur exactement. J'en parlais avec Michael Saylor l'autre jour, là, qui est vachement intelligent et qui me disait ouais, mais c'est sûr, ton business c'est de la merde, de toute façon, tout va être dans un téléphone à un moment donné, etc. Et on le savait, on avait déjà eu la discussion, etc. Mais il m'a quand même fait réfléchir parce que je ne sais plus comment il me l'a dit, mais c'était vachement intelligent. Et en fait, je pense qu'il n'a pas complètement tort, mais il n'a pas complètement raison. En fait, la plupart des gens, en fait, n'ont pas de compétences en sécurité. Et ils n'ont pas de compétences en sécurité hardware, etc. Donc, ce qu'ils imaginent de ce qu'un device peut faire entre ce qu'ils imaginent qu'il peut faire et ce qu'il peut réellement faire, il y a un grand décalage. Aujourd'hui, les devices ne sont pas du tout sécurisés. Et donc, le problème, donc, il y a un futur possible, tout va dans un téléphone et donc tu as Ledger inside un téléphone. OK. C'est pas impossible, mais c'est très dur. Et la raison pour laquelle c'est dur, je vous l'explique assez simplement, c'est je vous donne $1 milliard en lingots d'or à sécuriser, je vous donne un immeuble, et je vous dis, je veux que dans cet immeuble, il y ait aussi un nightclub en rooftop, un shopping mall en étage 1, 2, 3 et un daycare center pour les enfants de moins de 5 ans, je sais pas, dans l'aile gauche de l'étage 6. Ouais, pas évident. Automatiquement, tu vas me dire, écoute, viens, on prend deux immeubles. Il y en a un, on fait de la sécurité, c'est Fort Knox, et puis l'autre, on fait tout ce que tu veux, mais tu vois, c'est pas le même problème. Et pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu vas te faire voler ton or, tu ne sais pas si les mecs sont passés par le nightclub, par le shopping mall, etc., etc. Et le problème de la sécurité digitale sur les téléphones, etc., c'est que c'est exactement le même problème. Et quand tu regardes au microscope un truc de sécurité, tu te rends compte que ça ressemble en fait à un immeuble. Il y a des défenses vraiment physiques. La défense hardware, ce sont des défenses physiques. Et donc, l'exemple que je viens de prendre, qui est un peu fantasque, mais réel dans le monde physique, en fait, c'est la même chose qui se passe dans le monde digital. C'est-à-dire, si ton téléphone, il doit faire Netflix, des jeux vidéo, des trucs, des machins, et en plus sécuriser des clés privées, tu as mis tellement de vecteurs d'attaque potentiels qu'à la fin, probablement qu'il est moins sécurisé enfin, c'est sûr qu'il est moins sécurisé qu'un Nano S qui fait qu'un truc, c'est-à-dire un écran sécurisé et deux boutons pour valider une transaction. Tu ne pourras pas le sécuriser aussi bien. Voilà, donc il y a ces deux enjeux. Moi, je pense qu'à la fin, il va se passer quelque chose. Tout le portefeuille que vous avez tous un portefeuille dans votre poche, là, tous les gens qui écoutent, vous avez tous un portefeuille. Ça va devenir un ledger. Donc ça, nous, ce qu'on va faire, c'est que
Ce que Apple a fait à votre téléphone, nous, on va le faire à votre portefeuille. Votre portefeuille, ça va devenir un ledger. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu obsolète, tous ces trucs. Tu vois, regarde, là, je vais dans ma poche, j'ai des tickets, j'ai des cartes d'identité, etc. Tout ça, ça va devenir tokenisé. Et tu vas vouloir l'avoir dans un device. Et ce device, il va avoir certaines propriétés qui sont un peu différentes de ton téléphone, et notamment une propriété qui est, il doit avoir de la batterie pour 2 semaines. En fait, ce qui est chiant avec un téléphone, c'est que dès que tu mets des trucs de valeur et que tu dois passer une frontière ou tu dois prendre ton avion, etc., et que tu as 5% de batterie et que tu es toujours en train d'essayer de le charger partout, comme un crevard, qu'on fait tous, hein, en fait, franchement, c'est chiant comme utilisation, quoi. Ce n'est pas une très bonne utilisation. Alors que si tu avais tous tes trucs importants dans un device ou qui n'a pas besoin d'autant d'énergie que ça, parce que déjà, tu ne l'utilises pas aussi souvent, etc., et dans lequel il y a tous tes trucs importants, ultra sécurisés et tout, et quand tu passes une frontière, quand tu veux présenter ton billet d'avion, quand tu veux faire un paiement, quand tu veux transférer de la valeur, etc., là, tu le fais avec ça. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça vient remplacer, tu as déjà 2 devices, hein, tu as ça et ça, en fait. Hein. Donc, en fait, en vrai, tous les gens qui disent, moi, je veux qu'un device, tu dis, bah, manque de peau, tu en as 2, quoi. Et donc, celui-là, ça va devenir un ledger. Et par contre, ça ne veut pas pour autant dire que ton ledger pourra paraître associé avec ton téléphone, comme on le fait aujourd'hui, et que tu auras une version de ledger dans un téléphone. Donc, on pense que les deux futurs sont possibles et sans doute complémentaires. Et donc, notre R&D, elle travaille à faire tout ça, en fait. Ok, ok, non, mais c'est super intéressant. Et alors, justement, avant qu'on rentre à l'intérieur des nanos et que tu nous expliques un petit peu, je pense, ce que vous faites avec, en termes de software, bon, on sait que depuis 2 ans, il y a des gros soucis en termes d'approvisionnement, notamment dans la tech. Comment vous faites aujourd'hui avec, comme tu l'as précisé au départ, des commandes qui continuent d'augmenter pour en fait gérer le flux? Est-ce que vous réussissez à répondre à la demande? Est-ce que vous arrivez à vous s'approvisionner partout où il faut sur la planète? Ah oui, 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 bah, on a mis, parce que la partie submergée de l'iceberg, enfin la partie en dessous, celle qu'on voit pas, la plus grosse, Ouais, submergée, ouais, submergée, ouais. La partie Immergé. ouais, submergée de l'iceberg, immergée, ouais, submergée. immergé. Émergée, submergée. La partie submergée de l'iceberg, c'est toute la partie opérationnelle qu'on fait chez Ledger. Il y a des trucs, maintenant, bon, on le fait parce que ça fait longtemps qu'on a fait l'investissement et donc on n'y réfléchit même plus et les gens se disent, bah oui, c'est complètement normal, mais un site d'e-commerce qui ship des produits partout dans le monde, ça n'existe pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des trucs Ouais, que personne ne sait faire. Et ensuite, il y a shipper et payer ses taxes. Par exemple, quand tu sais que, enfin, tu sais ou tu sais peut-être pas, mais quand tu shippes aux États-Unis, il faut quand même que tu payes tes taxes dans tous les États, quoi. Il y a des gens aujourd'hui, hein, même des concurrents, qui ship, à mon avis, ils n'ont pas fait le taf de taxes, de trucs, de machin. Ils ship et puis ils espèrent euh, que les gens qui collectent les impôts dans les États américains les appelleront jamais, etc. Mais ce qui est loin d'être gagné ouais, quand même. En tout cas, moi, voilà. Et d'ailleurs, nous, on fait nos audits, etc. Ledger, ça fait partie des rares entreprises dans le monde qui sait faire ça, c'est-à-dire envoyer des produits dans tous les pays, payer ses impôts partout, etc., etc. Tu vois, de le faire, mais le faire bien, at scale, quelque chose où maintenant, demain, etc., on sera toujours dans la légalité, on pourra toujours le faire, et, voilà, on le fera bien. L'autre truc qui ok. est opérationnel et qui est un peu la partie que peu de gens comprennent, mais c'est la production industrielle. Encore une fois, faire 50 produits ou 50 millions, c'est pas du tout la même chose. On a travaillé à faire venir des équipes. Là, la plupart des équipes qui travaillent chez Ledger aujourd'hui sur le hardware, c'est en advisor et ou en employé, c'est les anciens d'Apple en fait. Donc, on a fait venir des gens qui ont ce savoir-faire du produit hardware at scale, et c'est très différent. Quand tu regardes bosser les mecs d'Apple, euh, nous, Ledger, on était vraiment une boîte de sécurité parce que je me rends compte qu'on n'était pas vraiment une boîte de hardware avant de regarder les mecs d'Apple bosser, quoi. Parce que quand ils bossent, c'est pas du tout pareil, quoi. Et quand tu regardes, quand tu lis ce bouquin Steve Jobs, là, où il t'explique comment Steve Jobs pensait, hein, et quand tu regardes les équipes d'Apple bosser, tu vois ça, quoi. C'est-à-dire l'art du détail, le truc. Moi, parfois, les mecs me montrent des produits en me disant, putain, là, c'est pas nickel parce que là, il y a 0,5 mm. Moi, je suis là, genre, bon, bah, si tu le dis, ça doit être vrai, quoi. Mais moi, c'est pas mon métier, donc j'ai pas cet art du détail, mais donc c'est pour ça qu'on embauche des meilleurs que nous, des gens qui savent faire, etc. Et donc, ça commence par les advisors, les équipes. Donc, tu as une bonne équipe en place et ensuite, il y a un savoir-faire. Et là, ils viennent avec leurs contacts. Et donc, ensuite, c'est toute ta supply chain, c'est tous tes suppliers, c'est avec qui tu travailles. Est-ce que tu travailles avec Foxconn ou pas, quoi. Et donc, si tu travailles avec Foxconn, bon, bah, en gros, tu es avec le leader mondial sur le sujet et ça va quand même un peu plus vite. Les mecs ont des grosses équipes. Des gros Qui est basé équipements, en Asie, hein. qui est basé en Asie, Taïwan. Et donc, c'est pas du tout. Et donc, tu rentres dans une ligue différente. Mais pour ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait pas mal de choses qui se passent bien. C'est-à-dire qu'il faut avoir des volumes, il faut avoir de la crédibilité, il faut que les mecs croient dans ton produit. Et pour qu'ils y croient, il faut que tu aies les bonnes personnes de ton côté en tant qu'interlocuteur, ça c'est une chose. Et puis aussi, quand ils voient le produit, il faut que ça les fasse rêver, quoi.
Et donc là, on passe pas mal de temps à Taïwan et quand on montre ce qu'on fait, ce que Ledger fait, le produit, et les Taïwanais, c'est des spécialistes du hardware, hein, et les gens ils sont emballés, quoi. Ils trouvent que c'est super et que c'est le futur. Ok. Donc il y a tout ça qui joue pour arriver à créer une supply chain at scale. On va pouvoir passer de 2-3 millions de devices par an, ce qu'on fait à peu près aujourd'hui, à 5, 10, 20, 30, ce qu'on espère faire dans le futur. D'accord, ok, ok. Et alors, juste petite question, parce que effectivement, vous êtes aussi connu pour avoir cette fameuse alors, usine d'assemblage, je ne sais pas comment on doit la définir précisément, à Vierzon en France. Est-ce que juste tu peux nous en dire un peu plus sur en fait ce que cette usine représente au sein de Ledger, parce qu'effectivement, quand même, le gros vient d'Asie. Ouais, tu sais, dans ta stratégie hardware, tu as des étapes, tu as des passages, etc. C'est-à-dire, quand aujourd'hui, Ledger peut travailler avec des grands de la supply chain mondiale, c'était il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Donc, et il y a 3 ans, avoir une stratégie d'internalisation avec Vierzon, c'était la seule manière de réussir, en fait, rétrospectivement. Euh, Enfin, c'était pas la seule, mais en tout cas, c'était une bonne manière de faire parce qu'on avait le contrôle. Pendant le Covid, c'était vraiment super parce que c'était nous qui avions le contrôle de notre production versus tu dépends d'une usine en Chine qui ferme et ensuite tu as que tes yeux pour pleurer en attendant qu'il rouvre, tu vois. La raison pour laquelle Ledger a réussi à assurer une continuité de business en 2020-2021, c'était parce qu'on avait Vierzon et qu'on a pu continuer et à travailler, à assembler et à faire du shipping. Enfin, je veux dire, Hmm. alors qu'il y a beaucoup de pays qui ont fermé et les lignes d'assemblage et qui interdisaient de shipper, sauf certains produits, etc., etc. Donc nous, on a eu beaucoup de chance d'une part, mais aussi on était préparés. C'est pour ça qu'on avait fait Vierzon et c'est pour ça qu'on avait fait notre usine de 4000 m². Le seul truc, c'est que Vierzon, ça peut scaler jusqu'à un certain point et après, soit tu continues de construire des usines, mais à ce moment-là, tu deviens un industriel et là, nous, c'est pas notre point de vue. Même Apple ne fait pas ses iPhones, hein, au passage. Enfin, je veux dire, faut réaliser que Apple se Hmm. délègue à d'autres le fait de faire leurs produits. Donc nous, on a cette même stratégie, sauf que Vierzon, pour nous, ça sera toujours une base. Et ensuite, tu sais, avec la scalabilité, Vierzon fera une partie de la production une partie de la production, ça peut être tout ce qui est euh, custom, tout ce qui est parce que quand tu fais des petites productions custom, là, on fait beaucoup de partenariats avec beaucoup de personnes dans les NFT. Et à chaque fois, on sort des solutions, des, des customs de nos produits. Bon, bah, ça, c'est Vierzon qui le fera. Ça sera un centre de R&D, ça sera un centre de test parce qu'on va commencer à faire de plus en plus de produits. On fera des petites séries pour tester des choses, etc. Et donc Vierzon, ça va être un centre d'excellence pour nous. Et en plus du hardware, vous avez consenti à faire beaucoup d'efforts sur le software, hein, ces derniers mois, ces dernières années, avec le Ledger Live, hein, qui est quand même une très belle réussite. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on peut faire avec pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé? Oui, bien sûr. Bah, tu sais, quand tu fais un produit hardware, en fait, les gens se rendent pas tout le temps compte qu'en fait, tu as quand même 3 couches. Tu as toujours le hardware, le firmware et le software. Si tu penses à ton iPhone, en fait, tu as ces 3 couches-là. Ton hardware, bon, bah, c'est ce que tu as dans la main. Ton firmware, c'est iOS. Et par-dessus, tu as toute une couche software. L'organisation d'un ledger, en fait, elle se fait exactement de la même manière, à savoir, à la différence près que pour l'instant, ton ledger, c'est un device externalisé. Donc, ton hardware et ton firmware, tu les as dans la main gauche. Et dans ta main droite, tu as ton software, c'est Ledger Live qui est sur ton téléphone ou ton ordinateur. Nous, notre but, c'est de faire 2 choses. C'est la sécurité et la facilité d'utilisation. La sécurité, elle vient de ton hardware qui est dans ta main gauche, donc avec ton écran sécurisé. C'est là où sont les clés privées, c'est là où est ton validateur. Et ta facilité d'utilisation, elle vient de ton Ledger Live et donc ton application. Et donc, le but, c'était d'ouvrir la plateforme complètement au monde des développeurs pour que tu puisses jamais compromettre ton niveau de sécurité, quelle que soit l'action que tu souhaites effectuer avec tes crypto-monnaies. Parce qu'avant, en fait, tu mettais ton argent sur Ledger et puis dès que tu voulais faire autre chose, il fallait sortir tes cryptos de ton Ledger, les envoyer sur un exchange, un truc, un machin, et puis ensuite les rapatrier. Donc, tu avais toujours plein de manipulations, c'était anxiogène, ça prenait du temps, etc. Donc là, le but, en fait, c'est de te proposer un univers de services depuis Ledger Live où tu n'as jamais besoin de sortir de ta sécurité de ton Ledger Live. Ça te coûte la même chose ou à peu près la même chose que si tu le fais dans Ledger Live que si tu le fais à côté. Et ça te simplifie complètement la vie, quoi. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'utilise Paraswap directement depuis mon Ledger Live. Et franchement, c'est l'utilisation la plus sécurisée et la plus simple pour faire un swap. C'est Ledger Live, Paraswap, avec ton Ledger, un validateur, et c'est bon, quoi.
Et quel est le modèle économique du Ledger Live? Parce que tu as fait beaucoup de références à Apple hein, pendant notre conversation. Est-ce que Ledger prend 30% aussi sur tout ce qui se fait sur Ledger Live? On Non, prévoit de le faire. nous, c'est 70%. Non, non, oui, enfin, à la fin, tu auras un même modèle économique, mais enfin, un modèle économique similaire. Ensuite, ce sera 30%, je ne sais pas. Mais moi, aujourd'hui, on est focalisé plus sur le fait de faire venir les développeurs, de créer. D'ailleurs, l'App Store, ça s'était construit comme ça aussi un peu au début. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était gratuit. Ils ont commencé à faire de la masse, etc. Et puis ensuite, ils ont mis en place tout un système une fois qu'il y a eu du succès. Donc nous, on est plutôt dans la première phase. On est plutôt dans la logique de faire venir les gens, faire venir les développeurs, etc. Et ensuite, on monétisera en fonction du succès, quoi. Parce que le problème de la monétisation, c'est de toute façon, tu prends 30, 15, 70, s'il n'y a personne dedans et que ça intéresse personne, bon, de toute façon, c'est 30% de zéro, ça reste zéro. Et s'il y a beaucoup de succès, ça veut dire que les gens trouvent que c'est utile. Moi personnellement, j'utilise rien en dehors de Ledger Live. Si ce n'est pas dans Ledger Live, je n'utilise pas parce que je ne sais pas, c'est pas sécurisé, ça n'a pas été vété par mes équipes de sécurité et tout, donc moi, je ne prends aucun risque. C'est pour ça que, par exemple, Celsius, je ne l'avais jamais utilisé, quoi. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je vais Ça mettre... aussi, c'est une info. Hein? Ça aussi, c'est une info. Ouais. Non, mais moi, j'avais jamais compris pourquoi les gens mettaient leur argent dans Celsius. Je dis, mais attends, tu n'as plus tes clés privées pour vous gagner quoi? 4%, alors qu'il n'y a pas de garantie que les mecs te remboursent. Donc, je peux perdre 100% de mes bitcoins pour. J'ai dit, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, si ce n'est pas dans Ledger Live, je ne le fais pas. Pour moi, c'est une garantie de sécurité. Je te le dis pour moi en tant que consommateur, là, je ne te le dis même pas en tant que patron de Ledger ou autre. Hein. Ce n'est pas dans Ledger Live, je ne touche pas, quoi. D'accord. Et ta vision à très long terme de Ledger Live, c'est quoi? Est-ce qu'un jour on pourra connecter son compte bancaire traditionnel? Qu'est-ce que tu imagines dans les 5 ans? Ouais, mais en fait, tu sais, pour moi, il y a deux choses. Il y a le monde de la finance, et donc effectivement, là, le sky is the limit, dans le sens où ce qui serait bien, en fait, Ledger, ça va devenir ton compte primaire, et ensuite, tout va devenir secondaire par rapport à ton Ledger. Et tu vas arbitrer entre fiat, crypto, etc., depuis ton Ledger. Et même si tu réfléchis juste d'un point de vue cybersécurité, aujourd'hui, si tu comprends que sur ton téléphone, il n'y a rien qui est sécurisé, aujourd'hui, Revolut, FTX, tous ces gens-là, en fait, ont des vrais problèmes de sécurité simplement du fait de tourner sur des ordinateurs et des téléphones. Et en fait, demain, sur les apps alors, parce que tu sais, le hack, c'est ça, hein, c'est un malware qui est sur ton ordinateur. Et dès que tu tapes quelque chose sur ton ordinateur, ben, les gens voient tout ce que tu tapes. Et donc, en miroir, ils retapent exactement ce que tu tapes à côté et ils accèdent à tes comptes comme ça. Et donc, même les 2FA, etc., ça ne marche pas parce que quand tu vas taper ton jeton de 2FA, eux, ils le tapent aussi en même temps, etc. Enfin, tu as des hacks qui sont assez extraordinaires et qui partent tous sur le fait que, comme ton ordinateur ou ton téléphone n'est pas sécurisé, tu peux avoir quelqu'un en miroir qui voit exactement ce que tu fais et qui t'envoie sur ton ordinateur exactement ce qu'il veut que toi, tu vois. Donc, il t'envoie un faux site Kraken, un faux FTX, il voit que du feu, tu tapes tous tes trucs. Eux, en miroir, ils voient tout ce que tu tapes et ensuite, derrière, ils accèdent à tes choses. Et donc dans ce sens-là, oui, tu vas devoir à un moment donné réfléchir à ce que toutes tes apps financières soient dans un environnement ultra sécurisé. Aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les problèmes de cybercriminalité qu'on constate aujourd'hui vont être pires tous les ans. Je veux dire, on ne va pas aller vers le mieux, on va aller vers le pire. Et donc, il va falloir monter les défenses aussi, quoi. Tu vois, tu peux pas juste te dire, ah, aujourd'hui, c'est convenable et on va pas bouger pendant 10 ans. Non, non, en fait, si tu fais ça, dans 10 ans, c'est sûr, tu es mort. Donc, il faut évoluer aussi en termes de sécurité. Et donc, il est possible, et donc nous, c'est ce qu'on va proposer, que toutes tes apps sensibles, tu les mettes sur un ledger. Mais une fois que tu commences à réfléchir comme ça, c'est pas que la finance. Les vols d'identité en France, d'une année sur l'autre, c'est passé de 1 million à 5 millions. Tous les hôpitaux de France se font hacker là tous les jours. Là. Tous les jours, il y a des nouvelles. Avant, c'était On l'a vu, là. ouais, les hôpitaux de Paris. Puis là, dernièrement, je ne sais plus où ils étaient, là, mais c'est. Tes données de santé se font hacker tous les jours. Ce n'est pas acceptable, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir rapatrier ça dans des zones très sécurisées, soit d'un point de vue entreprise, c'est ce qu'on fait avec Ledger Entreprise, soit d'un point de vue utilisateur, et c'est ce qu'on fait avec les Ledger Wallet. Et les Ledger Wallet vont se développer pour que ça soit beaucoup plus user-friendly, etc., et que ça parle au plus grand nombre. Mais tu auras besoin à un moment d'avoir des environnements sécurisés. Et ensuite, les gens qui disent « Ah ouais, mais moi, je préférais que tout se fasse sur mon phone, en clic, 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 etc. » Enfin, tu vois, yes, yes, yes. Oui, mais entre ce que tu veux et ce qui existe, tu vois, c'est pas pareil. Si tu lâches la pomme, elle tombe. Tu vois, tu peux être pas d'accord avec la gravité, mais la gravité existe, quoi. Et le problème, c'est que si les gens ils sont après ta data, après ton argent, etc.,
tu peux décider de ne pas te protéger, mais par contre, tu te feras hacker, quoi. Donc, à un moment donné, la réalité du monde aujourd'hui, c'est que le cybercrime est en augmentation exponentielle. Voilà. Et donc, il va falloir utiliser des nouvelles méthodes pour se protéger, et Ledger en proposera des choses. Et vous avez récemment annoncé, une intégration de FTX pardon, dans Ledger Live. Pourquoi eux? Pourquoi pas une plateforme, un peu plus grosse? Qu'est-ce qui a amené en fait à signer avec eux? Un peu plus grosse, c'est presque les plus gros maintenant, FTX. À part FTX, il y avait Coinbase et Binance, quoi. Voilà, je pensais à eux en fait. Mais bon, ils sont d'une taille équivalente à. Enfin, maintenant, je crois que FTX US a tapé Coinbase sur le spot Bitcoin, là. Et je parle même pas d'autres outils qu'ils ont. Donc, non, mais FTX, c'est ceux qui ont le plus de vélocité, les fees les plus bas, etc. Là, on visait un truc avec très low fees, tu vois. On a d'autres intégrations sur lesquelles les fees sont plus élevées. Alors, parfois, les utilisateurs râlent. Donc, on dit, bon, ok, tiens, voilà, maintenant, tu as les low fees avec FTX. Et puis ensuite, tu fais ton marché avec Ledger. Soit tu passes par Intel, et puis si tu veux les low fees, tu as FTX. Mais à terme, on aura intégré Binance, on intégrera Coinbase, on intégrera tout le monde. Là, le but, c'est que vraiment Ledger soit une expérience super exhaustive. Et si tu veux que ton exchange préféré, tu veux utiliser ton exchange préféré dans ton interface Ledger, tu pourras le faire. Et donc, on a commencé avec FTX, mais on va compléter le travail avec les autres. Ouais. D'accord. Bon, là, on a parlé beaucoup de produits retail, de services retail, mais comment Ledger se positionne sur le marché de la sécurisation des cryptos, des institutionnels? Enfin, quand je parle des institutionnels, je pense aux banques, aux entreprises financières. Alors, ouais, mais ça, c'est une question où il faut préciser parce que déjà, il y a, dépendant du continent, les banques, les institutions financières, quand tu parles de crypto, ça ne veut pas dire la même chose. Aux États-Unis, ils sont assez branchés quand même Bitcoin et crypto-monnaie. Même les grosses institutions financières, hein, ils ont tous ou presque tous un desk Bitcoin maintenant, et souvent ils sont dans l'Ethereum aussi, etc. Donc ils sont vraiment rentrés à fond dans la crypto. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils ne parlent pas trop de security token, en fait. Contrairement à l'Europe, où toutes les dernières annonces qui ont été faites par BNP Paribas ou Société Générale, etc., c'est plutôt de dire on ne touche pas le Bitcoin parce que je sais pas, c'est sale, enfin, je sais pas, ils n'en veulent pas, quoi. Mais par contre, on va travailler sur les security tokens. Et donc, c'est des actifs qui existent déjà dans la banque et qu'on passe sur une blockchain publique dans le cas de Société Générale. Je crois qu'ils utilisent Ethereum et, voilà, pour Oui. rendre les transferts plus faciles, pour profiter de toute la programmabilité de l'argent, du versement de dividendes, etc. Enfin, tout ce que les blockchains font mieux que les systèmes centralisés. Et ça, l'intérêt, c'est de baisser les coûts de structure pour les banques parce qu'elles ont des gros back-office, etc., qui coûtent très cher. Bah, si tu le fais passer sur une blockchain, tu peux baisser ses coûts. Ta top line ne change pas exactement, mais par contre, tu dépenses moins. Donc, à la fin, ton bottom line est meilleur, quoi. Donc, ça, c'est des approches qui sont vraiment très différentes. Nous, sur les security tokens, ce n'est pas vraiment notre jeu. Enfin, je veux dire, on pourra le faire à un moment donné, mais pour l'instant, on ne voit pas de business model et on ne sait pas où ces acteurs vont vraiment. Et puis d'ailleurs, il n'y a rien qui a vraiment été prouvé ou qui est mainstream. Enfin, tu vois, tout est vraiment très en mode R&D, on fait des tests. Voilà. Et donc, nous, tant que c'est R&D, nous, on n'est pas des très bons partenaires de R&D, nous, on est des bons partenaires de scalabilité. On est très bons partenaires de mise à l'échelle. Et la mise à l'échelle, aujourd'hui, elle existe sur les crypto-monnaies et sur les NFT. Donc, avec l'offre entreprise, c'est ça qu'on fait. On fait mieux que personne les crypto-monnaies et les NFT. Et tout depuis, pour les NFT, la création, c'est ce qu'on a annoncé à Ledger Open il n'y a pas longtemps. En même temps qu'on avait annoncé Ledger Market, on a aussi annoncé que notre offre entreprise, elle pouvait servir de management de trésorerie et de création et déploiement de NFT pour les marques. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va annoncer pas mal de signatures prochainement. Et bien sûr, on fait aussi toutes les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, staking, enfin avec toutes les features que tu peux imaginer dedans, qu'on propose aux institutions financières qui vont de la très grande banque jusqu'à l'acteur pure crypto en Slovénie, quoi. D'accord. Ok, ok. Et alors, justement, est-ce que juste tu pourrais nous donner un chiffre pour qu'on ait une idée aujourd'hui entre le retail et ce qu'on appelle donc le corporate? Globalement, vous êtes sur deux jambes ou il y en a quand même une qui est plus importante que l'autre? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même le retail qui drive encore votre activité ou est-ce que justement le retail avec les marques dont on va parler après, bah voilà, ça prend le relais?
Non, on est sur deux jambes. Le truc, c'est que est-ce que tu sais que Apple a un gros business B2B? Ouais, enfin, oui. Ben, personne ne le sait. Enfin, je veux Ouais. dire, tout le monde Oui, s'en oui, fout. ouais, Apple, c'est ouais, l'iPhone. c'est Donc, vrai. Ledger, ça sera toujours, Ledger, ça sera toujours dans l'esprit des gens une marque consumer. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que si tu regardes les grands succès, les GAFAM, etc., c'est que des marques consumer, quoi. Euh, Peut-être tu vas dire Microsoft, pas trop, Microsoft, ouais. parce que c'est vrai que c'était un truc, mais quand même, dès que tu ouvres ton ordinateur, tu as Windows, enfin, tu pouvais acheter Windows en direct, ils ont quand même la Xbox, etc. Enfin, tu prends Amazon, tu prends Google, tu prends voilà, Facebook, etc. C'est que Google, enfin, je dis Google, c'est que des marques consumer. Et l'Europe, d'ailleurs, dans son échec à créer des géants de la technologie, c'est souvent parce qu'en Europe, nous, on préfère le B2B ou le B2B2C, etc. Enfin, tu vois, on aime bien les trucs Mm. un peu B2B. Et si tu réfléchis même dans la technologie en Europe, c'est quoi la grande marque B2C qu'on a réussi à créer? Donc, il y a peut-être Spotify. Enfin, il n'y en a pas énorme, quoi, tu vois. Je veux dire, si tu réfléchis comme ça, il y a pas, on n'a pas créé plein de grandes marques de technologie européenne où, dans le monde entier, les gens se disent, bah voilà, ma musique, c'est Spotify et ma sécurité, c'est Ledger, par exemple. Et je ne te parle même pas dans le hardware. Alors là, le hardware, c'est le cimetière, quoi. Enfin, je Trop veux dire, noir. Ouais. pas trop noir et ou cimetière, c'est-à-dire il y a des boîtes qui ont existé mais qui n'ont jamais vraiment réussi, etc. Souvent parce que on était soit en concurrence frontale, etc. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas innové, en tout cas, ou ça fait longtemps qu'on n'a pas qu'on n'a pas Mm. amené sur le marché quelque chose de très disruptif, quoi. Donc en Mm. ça, bon, Ledger, c'est un peu spécial et ça reste un grand pari parce que c'est généralement quelque chose que les Européens ne savent pas faire, quoi. Des grandes marques de technologie, consumer, etc., etc. Et donc là-dessus, nous, Ledger, on sera toujours perçus là-dessus et c'est une bonne chose d'ailleurs, entre parenthèses, hein, parce que quand on vend notre marque Mm. entreprise, notre crédibilité, elle vient du fait qu'on a 5 millions de devices aujourd'hui qui sont dans le marché, battle-testés en permanence. C'est-à-dire Ledger, ça ne s'est jamais Mm. fait hacker. Et ça, quand tu es une marque B2B, je veux dire, tu ne peux pas vraiment le prouver jusqu'à ce que ça soit trop tard. Alors que nous, on arrive à le prouver avec notre marque B2C, ce qui fait que ça nous donne énormément de crédibilité sur l'entreprise, quoi. Et Ok, donc, ok. Et alors, le vrai business pour Ledger. Et ensuite, le revenu, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la valorisation. Et la valorisation de la partie entreprise de Ledger est très forte et comparable à la valorisation de la partie consumer. d'accord. Et alors justement, sans transition, quand on parle de tout ce qui est donc corporate, on vous a vu, notamment ces derniers mois, signer pas mal de partenariats avec des marques, alors plutôt de luxe, hein, on pense à Hublot ou Fendi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette stratégie? Et puis, est-ce que bah voilà, vous envisagez de travailler avec d'autres corporates, peut-être dans des secteurs un peu différents de tout ce qui est luxe? En fait, ce à quoi tu fais référence, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a les partenariats avec les marques dont on ne peut pas annoncer encore quelles sont les marques, mais qui vont utiliser Ledger Entreprise, ça c'est une chose. Et ensuite, il y a les Ouais. partenariats avec des marques, par exemple Fendi, où on a fait des cases pour Ledger. Hublot, on fait un drop NFT, etc. Donc Hublot, ça rentre dans le partenariat NFT, Ledger Entreprise, etc. On, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre marketing, aujourd'hui, on fait un marketing qui est assez différent du reste de l'industrie. Parfois parce qu'on a moins d'argent que les autres, hein, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de Binance, de FTX ou d'autres, donc quelque part, nécessité fait loi. Mais aussi parce qu'on pense que, et notamment avec Ian Rogers qui est arrivé avec ça en tête, etc., tu vois, on a beaucoup stratégisé avec Ian Rogers, et donc nous, on pense que notre marketing, on veut le faire un peu de manière différente des autres. Le premier pilier, c'était les communautés de développeurs. Donc, c'est ce que je vous ai raconté sur le fait que Ledger, ce soit une open platform et qu'avec developer.ledger.com, ensuite, les développeurs peuvent venir développer des apps sur Ledger. Et donc là, on a tout un segment marketing là-dessus. Le deuxième volet, c'est faire entrer Ledger dans la culture. Et en fait, il n'y a rien de mieux pour atteindre le mass market que de montrer aux gens comment tu utilises un produit, le mettre en scène, etc. Et il n'y a rien de mieux que la culture, la fashion, la musique, le cinéma, pour faire rentrer en fait un objet dans la culture, dans les mœurs, etc., etc. On dit, c'est Yann qui dit, tu vois que la culture always punch above its weight.
C'est sûr que quand tu as un ledger dans un clip de rap, en fait, ça coûte moins que de faire des 4x3 dans Paris, etc. Mais ça a un impact culturel énorme, quoi. Les clips de rap, ils sont Et c'est vus. aussi l'ancien d'Apple. Oui, effectivement. Mais, donc ça, c'est un volet qui est très fort pour nous. Et donc, tous les deals qu'on fait avec les marques, avec Fendi, etc., c'est ah bah tiens, tu as un case Fendi, bon bah tout de suite, moi il y a des gens qui veulent acheter un ledger que parce qu'il y a le case Fendi, quoi. Je dirais. Et qui se disent, tiens, bah du coup, je vais mettre des NFT dedans, mais tu vois, c'est un truc un peu inversé, quoi. Il y a le case Fendi, c'est cool, ok, je comprends, c'est culturel, donc ok, je veux des NFT, quoi. C'est pas, je veux des NFT et à la fin, j'achète un case Fendi pour les mettre, c'est presque carrément même l'inverse, quoi. Ensuite, il y a l'aspect éducation. Et donc, on investit à mort sur du contenu éducationnel. Et c'est un peu comme ça qu'on réfléchit notre marketing, quoi. Et il y a une autre entreprise avec laquelle vous êtes très proche, hein, c'est Samsung, qui est l'un de vos actionnaires. Qu'est-ce qui vous apporte et vice-versa? Bon, Samsung, on s'est déjà exprimé longuement sur le sujet. On n'est pas, enfin, on est proche dans le sens où Samsung a fait un investissement dans le cadre de la série B chez Ledger, qui était un peu un complément de la série B. C'est un tout petit investissement. C'était publié, je ne sais plus, c'est 3 millions ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, on n'est pas du tout stratégique pour Samsung, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un investissement qui nous classe dans les investissements stratégiques de Samsung. C'est plutôt, voilà, on est un investissement de Samsung. L'équipe d'investisseurs de Samsung, on travaille avec eux et c'est des bons partenaires. Mais pour autant, Samsung, c'est une énorme entreprise avec je ne sais pas combien de business units. Ils sont à Samsung City en Corée pour la plupart. Et un investissement de 3 millions de Samsung, ça ne te garantit pas du tout d'avoir des wild pass chez Samsung où tu peux faire ce que tu veux avec eux et où ils te prêtent beaucoup d'attention. On reste un partenaire normal de Samsung, c'est-à-dire on engage normalement avec eux, on n'a aucun privilège, aucun passe-droit. Donc voilà, donc on travaille avec eux sur certains sujets qui font du sens pour les deux entreprises. Okay. Et alors justement, Pascal, en parlant d'un géant technologique, vous, en l'occurrence, vous utilisez une puce. Est-ce que d'un point de vue sécurité, vous travaillerez toujours dans les années qui viennent avec un système de puce? Enfin, est-ce que ça peut être amené à évoluer? Est-ce que vous travaillez sur des technologies alternatives? Non, on travaille surtout à faire évoluer les puces. Parce qu'en fait, les puces aujourd'hui, comme toute la sécurité, elles sont destinées à des systèmes qui ne sont pas vraiment au diapason de ce dont on a vraiment besoin pour la crypto. Donc, et en fait, tu remarques qu'il y a déjà eu des évolutions de puces et de Secure Element dans Ledger. En fait, le Secure Element du Nano S Plus ou du Nano X, c'est pas le même que le Secure Element qu'il y avait dans le Nano S, parce que tu as besoin de plus de capacité de mémoire, tu as besoin que ça aille plus vite, parce que tu as des applications de plus en plus lourdes qui tournent, etc. Donc, en fait, c'est un peu ça, les deux angles sur l'évolution des Secure Element. Il faut qu'ils soient de plus en plus grands et qu'ils puissent faire tourner des choses de plus en plus lourdes, ce qui n'était pas forcément le cas au début, parce qu'en fait, au début, tu avais rien ou pas grand-chose qui utilise de la sécurité. Je te parle même en dehors de la crypto, hein, enfin, je dirais. Et puis maintenant, tu as de plus en plus d'objets connectés qui utilisent de la sécurité, mais ce n'est pas tous, hein, c'est un certain pourcentage, mais assez faible, c'est en dessous de 20%. Et dans la crypto, avant, tu avais Bitcoin only, puis maintenant, tu as Bitcoin, toutes les cryptos, les NFT, tu fais du staking, tu demandes à signer des transactions de plus en plus lourdes, d'interagir de plus en plus rapidement, etc., etc. Donc là, pour l'instant, nous, notre effort R&D, c'est plutôt d'aider à designer des secure elements qui soient future-proof et qui puissent permettre les utilisations du futur. Parce que si je te donne un autre exemple, et puis comme ça fait un peu de la news aussi, sur ta question de est-ce que Ledger, ça va commencer à ressembler à un téléphone? Pour que Ledger ressemble à un téléphone et pour que tu puisses gérer un écran comme ça, il faut un secure element qui n'a rien à voir avec ceux qu'on a aujourd'hui, en fait. Parce que ce qui se passe, en fait, quand tu veux faire un truc sécurisé, il faut que l'ensemble de l'écran soit sécurisé. Donc, ton secure element qu'il y a dans ton téléphone, il faut qu'il puisse gérer l'écran, les boutons, etc. Si tu as un tout petit écran, tu as besoin d'une certaine puissance. Si tu as un grand écran avec un truc comme ça, fantastique, qui tourne, je ne sais pas combien de je ne sais pas quoi, tu as besoin de beaucoup plus de puissance derrière, quoi. Et donc, quand tu dis, ouais, il faut que ça power un téléphone, aujourd'hui, les technologies ne permettent pas d'avoir un secure element pour faire un téléphone de ce type de puissance, quoi. Donc, tu es obligé de dégrader les écrans, dégrader la puissance, voilà. Et donc, si tu veux quelque chose de très élégant qui tourne comme un Samsung S22
ou qui soit intégré dans un Samsung S22, il faut des secure elements qui n'existent pas aujourd'hui, quoi. D'accord. Et alors, justement, petite question quand même encore sur la sécurité. Donc, ce qui est la technologie MPC utilisée par des sociétés comme Fireblocks, de ton point de vue, c'est quelque chose de pas assez, sécurisant, robuste? Ah non, mais c'est pas de mon point de vue, c'est juste l'état de Ouais. l'art ou l'état de la science, hein. Je veux dire, leur truc, ça s'est fait ouvrir il y a 6 mois, c'est pas mon point de vue, ça, hein. Ouais. Et d'ailleurs, tous les gens qui tombent sur Fireblocks, ils devraient rafraîchir leur clé privée. S'ils l'ont pas déjà fait, ils devraient le faire. C'est-à-dire, la sécurité, c'est toujours comme ça. Et c'est la faute à personne, hein. Tu construis un système et tu as l'impression que tu as toutes tes défenses qui sont bien. Puis un jour, il y a quelqu'un qui dit, bah non, regarde là, il y avait une faille et je suis rentré. Donc le jour où tu as constaté ça, et notamment si tu tournes sur Fireblocks, tu peux dire, ouais, mais personne n'a utilisé la faille, donc c'est bon. Et maintenant, elle est patchée. OK. Ou tu peux dire, bon, écoute, de toute façon, on ne va pas prendre de risques et là, on va refaire toutes les clés privées et on va repartir sur toujours avec Fireblocks, mais plutôt sur le truc qu'ils ont sécurisé où ils ont patché le truc, quoi. Donc le MPC, nous, ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est tout ce qu'on avait toujours dit, c'est la sécurité, c'est pas le software, quoi. La sécurité, c'est du temps long. C'est les besogneux, tu vois, qui font de la sécurité. C'est le Mmh. temps long, c'est pas toujours super glamour, il faut prendre le temps de bien attaquer les trucs, etc. Et donc la sécurité, ça se construit dans le temps. Nous, les technologies qu'on utilise, elles sont dans le marché depuis les années 80. Et même alors qu'elles sont dans le marché depuis les années 80, on trouve encore toujours des failles, des moyens de les pénétrer, etc. C'est ce que le donjon, nous, notre labo d'attaque fait tous les jours. Je peux dire qu'on trouve des failles parfois dans des produits qu'on trouve sur le marché et qui sont des produits qui existent depuis longtemps ou qui sont les héritiers de produits qui existent depuis longtemps, on arrive quand même à les hacker, etc. Pourquoi? Parce que protéger des clés privées de crypto, c'est différent. Donc, quand tu arrives avec des technologies MPC où il n'y a pas beaucoup de... MPC, c'est très nouveau et d'ailleurs, ça a eu beaucoup d'essor grâce aux cryptos. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés au truc, il n'y a pas beaucoup de hackers qui sont intéressés au truc, etc. Et donc, les mecs disaient, ouais, non, c'est hyper sécure et tout. Bon, il y a 3 hackers qui s'intéressent et hop, ils te cassent le truc de Fireblocks. Donc, il faut faire attention avec ces trucs-là. Et moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est il faut s'entourer de vrais experts de sécurité. Et puis, il faut admettre que la sécurité, il y a un temps long. Il ne faut pas le nouvel objet brillant en sécurité, c'est jamais une bonne idée, quoi. Et, et, vous terminez actuellement la phase de test pour votre carte de paiement, la carte verte. Est-ce que on peut s'attendre à Une sortie? une sortie, hein, le lancement avant Noël? Est-ce que c'est possible, tu penses? Oui. Et est-ce que tu peux nous dire, nous résumer ce qu'on pourra faire avec? Eh ben, tu pourras. La carte marche vachement bien. Moi, je l'utilise là déjà. Donc, et donc, ça va sortir incessamment sous peu. Tu peux charger différentes crypto-monnaies sur la carte. Les crypto-monnaies restent sur la carte, sont transformées en euros, en dollars ou dans ta monnaie locale au moment de la transaction uniquement. Et en plus, c'est une carte de crédit, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dépenser tes crypto-monnaies. Tu peux tirer une ligne de crédit sur la base des crypto-monnaies que tu as déposées sur la carte et dépenser des stablecoins sans toucher à tes bitcoins et ensuite les rembourser ton crédit à un moment donné, etc. Donc le crédit peut aller jusqu'à 0, en fonction de ce que tu mets en collatéral et de ce que tu veux utiliser, ça va de 0 jusqu'à je ne sais pas combien de pourcents par an en crédit, donc type carte de crédit. Et ça, c'est la première au monde qui sait faire ça, en fait, cette carte. Mais moi, j'avais cru comprendre que Nexo le faisait aussi, hein, qu'on pouvait ouvrir une ligne de crédit en déposant en garantie des cryptos. Qu'est-ce qui est différent là? Non, là, c'est à peu près la même chose, mais je ne sais plus exactement ce que fait Nexo, mais ce qui ressemble le plus à ce qu'on fait, c'est Nexo. Mais bon, s'il y a Nexo et nous dans le monde, tu vois, ça ne fait pas beaucoup de providers, quoi. D'accord, d'accord. Et le fait que les cryptos ne sont pas techniquement vendus si on ne rembourse pas le crédit, est-ce que la carte pourrait être un moyen de payer avec ces cryptos sans être soumis à la taxation sur les plus-values? Tu sais, les taxes, c'est un truc personnel. Si tu as envie de vivre ta vie et sans déclarer tes taxes à ton gouvernement, bon, ça, c'est ton choix, quoi. Et nous, on pense que tu dois déclarer tes taxes et voilà, et respecter la loi de ton pays, quoi.
D'accord. Et est-ce que vous prévoyez aussi de faire du cashback? C'était une fonctionnalité qui était vachement appréciée, sur les cartes de crypto.com et est-ce que vous allez en proposer et est-ce que ça sera en bitcoin? Bah, en fait, tu sais, une fois qu'on lance le programme carte, ensuite, il va y avoir pas mal d'évolutions. Le cashback, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, mais on va d'abord aller dans le marché avec ça. Tu sais, enfin, tu parles de Nexo. Jusqu'à preuve du contraire, Nexo, c'est une proposition de valeur centralisée. Là, c'est la première fois que tu vas pouvoir avoir une carte sur une proposition de valeur décentralisée, quoi. C'est-à-dire, c'est toi qui manages tes cryptos, tu manages exactement les cryptos que tu vas mettre sur la carte. Une fois que c'est sur la carte, là, c'est toujours sécurisé par Ledger via Ledger Entreprise, mais c'est centralisé. Mais tu n'es pas obligé de mettre 100% de tes cryptos dans l'acteur centralisé pour pouvoir avoir accès à une carte. Donc ça, déjà, en soi, c'est une nouveauté, quoi. OK. D'accord. Et alors justement, Pascal, si on est, entre guillemets, un peu taquin, en fait, vous êtes parti historiquement de la sécurité, ce qui était, aussi historiquement, le rôle, des banques. Maintenant, vous commencez à permettre, finalement du paiement. Est-ce que, à 5 ou 10 ans, on peut imaginer que Ledger, soit une espèce de banque, 3.0? Nous, on ne permet pas de faire du paiement. On a toujours cette stratégie. C'est un peu comme si tu dis, parce que tu as ton app HSBC sur ton iPhone, Apple te permet d'être bancarisé. Non, pas vraiment. En fait, nous, on est une plateforme et ensuite, on permet à des services de se connecter. Le service d'ailleurs de carte, ce n'est pas la carte Ledger, hein, c'est opéré par une société qui s'appelle Bank. Le service est fourni par Bank. Ce n'est pas du tout Ledger. Donc, nous, on n'a aucune intention de devenir une banque ou un acteur de la finance mondiale. Ça, c'est pas notre jeu. Nous, notre jeu, c'est de fournir une plateforme technologique sécurisée, ouverte, pour permettre l'utilisation de tes clés privées dans une myriade de services crypto, quelle que soit la crypto que tu veux utiliser. Nous, ce qui est très important, enfin déjà, ce que Ledger fait en termes de juste ça, de dire on veut une plateforme agnostive en termes de crypto et qui permette de se connecter à tout. Bon, si déjà on fait ça, nous, on n'aura plus notre rôle pour l'humanité, quoi, tu vois. Ensuite, le reste, les apps, ça peut être quelqu'un d'autre, et surtout, les apps financières, ça doit être quelqu'un d'autre. Ensuite, comme Apple, on a une stratégie de verticalisation de certains services où on pense que là, on peut faire mieux que les autres. C'est pour ça qu'on a fait Ledger Market, parce qu'on a regardé en fait le marché des NFT et on s'est rendu compte que les gens faisaient n'importe quoi avec la sécurité. Enfin, je veux dire, on peut parler de OpenSea 2 secondes, hein, mais je veux dire, il en est où Oui. ils avaient monté un truc de sécurité, là, un groupe de sécurité duquel on fait partie. On n'a jamais été invité à quoi que ce soit. Ils font quoi sur la sécurité OpenSea en fait? Ils sont plutôt occupés sur les délits d'initiés en ce moment, on dirait, hein. Ouais, mais tu vois, enfin, bon, il y a un moment donné où ça suffit, les acteurs qui viennent et qui font n'importe quoi, qui ne se posent pas les bonnes questions. Et donc là, sur les NFT, nous, on a pris les devants, on a dit, OK, bah là, on va quand même le faire de manière sécurisée, notamment sur les first drops, où si tu regardes comment ça se passe aujourd'hui, bon, enfin, franchement, c'est la jungle, quoi. Tu fais ça sur Discord, sur Twitter, etc. Tout le monde se fait hacker en permanence, enfin, c'est l'enfer, quoi. Et donc, c'est pas juste, parce que tu peux le faire bien, et donc c'est ce qu'on a fait avec. Et donc, dès qu'on peut verticaliser quelque chose où on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée, alors à ce moment-là, on le fait. Donc, Ledger Market, c'est un exemple comme ça. D'accord et tu parlais brièvement du prestataire qui avait été choisi, hein, Banks, hein, c'est ça? Qui est une fintech, britannique. Mm. J'ai cru comprendre que pour le territoire, vraiment de l'Union européenne, c'était un partenaire portugais, hein, avec qui vous travaillez, Frozen Time. Est-ce que tu peux m'en dire plus pourquoi vous les avez choisis? Ça, il faudrait que tu poses la question à l'équipe directement. Alors moi, tu sais, la manière dont je travaille, c'est qu'on a une grande roadmap avec énormément de choses dedans. Moi, j'ai une manière, et ça marche que si tu délègues. Donc, moi, je suis pas comme les politiciens où j'ai un mot à dire sur tout, tout le temps, et je suis au courant de absolument tout. Moi, ce que je fixe à mes équipes, c'est des budgets, des guidelines, euh, des, euh, des objectifs, bien sûr, mais aussi des objectifs éthiques, de bon fonctionnement d'entreprise, etc., etc. Donc, suivant ces guidelines, ensuite, mes équipes choisissent les partenaires. Là, le partenaire portugais, s'il a été choisi, c'est probablement qu'il correspondait aux guidelines, c'est pas probablement, c'est sûr qu'il correspondait aux guidelines que j'ai fixées en termes de sécurité, de sérieux et de rendre un bon service à nos utilisateurs. Et juste une dernière question, au sujet de la carte. Donc tu disais que ça allait arriver avant Noël, voire largement avant Noël. Donc, c'est pour septembre, en fait? Bah écoute, peut-être. Voilà. Je ne peux pas te dire plus. Peut-être. Il faut que je donne un go là, que je vais donner après ce call, je pense, ou demain. Et ensuite, normalement, si j'ai donné le go, il y a un go live quelques semaines après. Donc peut-être. D'accord, d'accord. Bon, bah, ça aurait été dit en premier dans The Big Well, c'est parfait.
Voilà, exactement. Donc, tu vous donne quelque chose quand même, parce que souvent je réponds à côté ou tu vois, en disant no comment et tout. Bon, je suis quand même, voilà, je vous donne ça parce que ça me fait plaisir. Et puis Big Wells, enfin, ce que vous faites, ça le mérite, quoi. Enfin, vous méritez d'avoir un peu d'infos premium par rapport aux autres, parce que ce que vous faites pour la communauté, c'est vachement bien. Donc, voilà. Bon, bah écoute, non, non, bah, merci. Et alors, il nous reste quand même encore deux, trois petites questions. Et justement, on a commencé assez large et on va de nouveau élargir un peu Ça, c'est ma la carte. réflexion. Bon, ah ouais, Bientôt en test chez The Big Well. ouais, Voilà. exactement. Bon, bah, impec. Non, mais justement, ouais, Pascal, pour finir, peut-être quand même deux, trois mots sur des sujets différents. Le premier, c'est, il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé, là, ça fait une heure qu'on est ensemble, c'est Web3. Est-ce que pour toi, ce terme qu'on utilise de plus en plus, bah, quand on parle de l'écosystème crypto, est simplement un buzzword ou veut vraiment dire quelque chose sur l'Internet de la valeur, sur cette espèce de troisième étage de la fusée Internet? Non, ça veut dire quelque chose, mais tu vois, l'exemple Celsius, là, je regardais une interview d'Alex de Celsius dernièrement, où en fait, il utilisait tous les buzzwords, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il faisait. Il parlait tu vois, de liberté DeFi. économique, tu vois, tous les trucs que tu peux dire sur le Bitcoin et qui sont vrais si tu utilises des propositions de valeur décentralisées, mais lui, il se les appliquait à lui en disant, ah, puisque moi je fais du Bitcoin, bah, ça y est, c'est bon, c'est la liberté. Alors qu'en fait, lui, il avait une banque et puis il proposait un service financier centralisé avec tous les risques que ça pouvait comporter. Et donc, du coup, ce qui est un peu dégueulasse d'une certaine manière, c'est de dire j'utilise les buzzwords qui sont mauvais, qui ne s'appliquent pas à mon business pour t'attirer et puis te vendre autre chose. Donc, c'est même assez grave, enfin, je trouve, quoi. Et puis, tu peux retrouver les interviews, c'est fascinant de voir. Parce qu'une fois que tu. Et j'avais même pas fait gaffe à l'époque parce que bon, j'écoutais pas ces interviews, mais quand je les ai réécoutées, je me suis dit, bon, bah ok, bah là, tu es à la frontière de mentir, en fait, quoi. Enfin, ou même carrément, c'est un mensonge. Mhm. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de buzzword du moment que ta mission, elle est juste, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tous les buzzwords que tu peux dire, Web3, etc., moi, ça s'applique parfaitement à Ledger, hein. Nous, on fait de la décentralisation, on donne le pouvoir à l'utilisateur, on a le contrôle de rien, on ne veut surtout pas l'avoir. On bosse pour la liberté des gens et faire en sorte qu'ils puissent être libres économiquement et en tout cas libres de manière digitale, quoi. C'est-à-dire de pouvoir prendre possession de leurs actifs digitaux et ensuite déléguer l'utilisation s'ils ont envie de le faire et surtout de rester en contrôle. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans ce marché, hein. Une fois que Celsius et enfin, tu vois, il y a eu tout ce qui s'est passé en juillet et en août, là, pour nous, c'est du vent dans nos voiles, quoi. C'est-à-dire, chaque fois, les utilisateurs réalisent, ils se disent, bon, bah, on va vers Ledger, quoi. Donc, non, le Web3, c'est réel. Il y a le mec de Coin Center, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là, il a expliqué ce que c'était le Bitcoin et c'est fantastique, quoi. Le cash, c'est un ledger public pour qu'on puisse échanger de la main à la main sans intermédiaire. En fait, si tu réfléchis, le cash, il n'y a pas d'intermédiaire. Je peux te donner 50 euros. La transaction, elle est gratuite. Tu as les 50 euros. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre nous. Dès que tu passes en digital, tu as forcément un intermédiaire. Bah, aujourd'hui, Bitcoin, c'est la manière de passer en digital sans intermédiaire. Voilà. Si j'ai envie de t'envoyer un Bitcoin, je peux le faire et c'est juste entre toi et moi. Il n'y a aucun intermédiaire qui est concerné. Et donc ça, c'est quand même ultra puissant. Donc ça, c'est pas du tout un buzzword. Et ça, est-ce que c'est le Web3? Oui, oui, mais bien sûr, c'est le Web3. Et même quand tu vois tout ce qui est en train... Alors, mais tout ce qui... C'est un peu la pub Canada Dry, tu vois. C'est genre, ça ressemble à du whisky ou de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool, quoi. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de projets qui sont pas très bien décentralisés. Il y a beaucoup de projets sur lesquels les gouvernances sont douteuses. Tout n'est pas Bitcoin. Ça ne veut pas dire forcément que Bitcoin, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, surtout, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs qui sont intéressantes à regarder. Mais par contre, je pense que les gens parfois oublient ce que ça veut dire la décentralisation, la sécurité, etc. Dans le débat sur pourquoi il y a de l'énergie dans le Bitcoin, ça ne sert à rien. Bah, si, en fait, c'est la sécurité. C'est-à-dire le proof of work, c'est la meilleure manière de faire de la décentralisation et de la sécuriser pour un réseau décentralisé type crypto-monnaie. Et le proof of stake, c'est pas encore sûr que ça marche vraiment bien. Et donc tout ça, c'est des tests, tout ça, c'est en train de se passer devant nos yeux ébahis, etc. Mais il faut se rappeler aussi de ce que ça veut dire la décentralisation et la sécurité de Web3. Mais donc tout ça, c'est vrai, sauf qu'il y a peu de gens qui le font vraiment, quoi. D'accord, c'est très clair. Et tu sais, il y a une actualité qui a rythmé ces derniers mois, hein, c'est les négociations autour de MiCA en Europe. Bon, il y a eu un simili-accord politique ces dernières semaines, même si tout n'est pas à peu près tranché. La version actuelle, toi, quelle est ta lecture? Est-ce que c'est un bon texte? Bon, disons que les choses avancent et
pour l'instant dans le meilleur des mondes possibles, dans le sens où c'est très tôt, les gens sont peu éduqués sur ces sujets, l'industrie était très peu organisée en Europe, donc en fait, si tu prends l'ensemble des paramètres, tu peux te dire qu'on s'en sort plutôt bien à la fin que mal. Parce que, effectivement, si l'industrie a été mieux organisée, on n'aurait pas été surpris par Mika et TFR comme on l'a été finalement. Parce que, et tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire c'est de la faute des autres, etc. Mais en fait, finalement, on peut se regarder nous-mêmes, c'est la faute de l'industrie. C'est juste qu'on n'a pas grossi assez vite, on n'avait pas assez d'argent pour avoir les bonnes personnes qui s'occupaient des affaires publiques, on était occupé à faire autre chose. Bon, bah, ok, on a perdu un peu de vue ce truc-là, etc. Et d'un autre côté, tu as les législateurs qui parfois aussi vont pas au fond des sujets, lisent un peu les gros titres et restent sur des idées un peu d'arrière-garde, type oui, c'est utilisé par les criminels, etc. Tu le vois d'ailleurs dans les textes de préparation, où souvent il y a, tu vois, tu sais même pas à quoi ils font référence, il y a des idées qui sont jetées comme ça, où tu vois que personne n'est allé creuser, personne n'est allé lire, personne n'est allé interroger personne sur rien. Bon, bref, donc à la fin, tout le monde fait un peu mal le boulot, donc c'est un peu de la faute à personne, je trouve. Globalement, c'est un échec, et puis ensuite, on essaie de se rattraper aux branches. Et quand tu le fais, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas d'inimitié. Enfin, la plupart des gens qui sont des gens qui nous représentent au Parlement européen ou ailleurs sont des gens qui essayent de bonne foi de bien faire leur travail. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément tous les éléments. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller voir un maximum de personnes, d'expliquer. Généralement, quand tu expliques, ça se passe bien. Hein. Les gens, ils découvrent que bah, voilà, c'est pas si mal que ça, qu'on n'est pas tous des promoteurs du terrorisme et des dealers de drogue, et que on est des gens avec tu vois, l'esprit normalement constitué, qu'on essaye de faire légitimement du bon business, d'apporter des bonnes solutions aux consommateurs, de la bonne technologie, des choses qui font avancer et progresser l'humanité, pas détruire la planète et favoriser la vente de drogue et le terrorisme dans le monde, quoi. Voilà. Donc, c'est pas mal. La situation dans laquelle on est en Europe est correcte, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, et on va continuer, mais c'est correct. D'accord. Et justement, vous êtes à l'origine de la création d'un groupe d'influence ou d'un lobby, comme on peut dire, pour peser sur les décisions à Bruxelles. Est-ce que vous êtes satisfait de son action jusqu'à présent, et quels sont les combats qu'il faudra mener là dans ces tout prochains mois? Est-ce que c'est Mika encore, ou est-ce que c'est autre chose? Et disons que tu viens d'annoncer un truc à ma place, ça, on ne l'a jamais dit publiquement, hein, que pour l'instant on le faisait. D'ailleurs, en plus, c'est même pas encore fait vraiment. Donc, mais on travaille effectivement sur ces choses-là. En fait, quand tu regardes aux États-Unis, ils sont déjà organisés. Il y a Coin Center, il y a différentes organisations qui font le boulot, en fait, et donc c'est vachement bien, parce que nous, aux États-Unis, on est avec Coin Center, on les finance, et puis ensuite, eux, voilà, ils travaillent hyper bien, ils ont vraiment des experts, c'est eux qui mènent les batailles juridiques, etc. Et donc, ça, c'est parfait, c'est comme ça qu'une industrie doit s'organiser. En Europe, ça n'existait pas, en fait, et où ça existait mal. Donc là, on essaye de mettre autour de nous et d'un projet les acteurs importants européens pour avoir quelque chose type Coin Center qui puisse défendre les intérêts de l'industrie. Enfin, pas que de l'industrie, parce que moi, je trouve que c'est pas juste. Et en plus, dans le Web3, c'est vraiment l'intérêt du citoyen, quoi, et du consommateur. Parce qu'il y a un moment donné où tout ça, c'est un problème de liberté fondamentale. Ce que la législation a essayé de faire passer, là, la législation, ça aurait été de dire ah bah maintenant, on a une base de données centralisée avec les noms de tout le monde et toutes les adresses crypto. Tu arrives dans un monde de surveillance horrible, quoi. Et tout le monde y va, la fleur au fusil, en disant bah non, c'est super. Et tous les députés qui te vendaient ça en disant bah non, c'est super, vous comprenez, parce que le greater good, enfin le bien commun de combattre le terrorisme et la drogue, c'est ça qui justifie ça. Bah non, mais la fin ne justifie pas forcément les moyens, quoi. Enfin, je veux dire, les moyens de fliquer tout le monde en permanence sur la base de on vérifie que tu n'es pas un terroriste, ça, c'est quand même une société dans laquelle il faut essayer de sortir. Je veux dire, on y a été parce que la technologie ne permettait pas de faire autrement. Maintenant que la technologie permet de faire autrement, moi, je proposerais qu'on en sorte. Et d'ailleurs, l'idée un peu folle que j'ai, c'est tu fais tout passer en crypto, tu arrêtes de faire du KYC, ML, tout ça, parce que ça ne sert à rien. Hein. Au passage, tu penses qu'on vend plus ou moins de drogue en 2022 qu'en 2015? Moi, je pense qu'on en vend beaucoup plus. Hein. Je veux dire, le business de la drogue, avec tout ce qui a été les chiffres sont là. Bah voilà, donc ok, bon, déjà pour la drogue, ça ne marche pas. Pour le terrorisme, on peut peut-être débattre, il y a peut-être moins d'attentats, mais est-ce que c'est parce que le flicage de tous nos comptes en banque que ça se passe, ou est-ce que c'est parce que la DSI, la DGSE font un super boulot? Bon, bref, faudrait voir, mais moi, je proposerais
qu'on arrête de ponctionner les entreprises, les particuliers, et qu'on enlève tous ces coûts, c'est des milliards. Je crois que pour l'Europe, les KYC-ML, c'est 150 milliards par an qui sont dépensés. Tu ne dépasses pas 150 milliards par an, tu prends 50 milliards et tu finances la police et l'armée. Parce que, je ne sais pas si tu vois nos effectifs de police et d'armée qui s'occupent de cybercriminalité, c'est zéro, ils ne sont pas financés, ils tournent sur Windows 95, enfin, franchement. Et en plus, ce n'est pas vrai, hein, on a les meilleurs du monde. Les gendarmes, par exemple, français, c'est parmi l'élite mondiale, justement, sur la cybercriminalité, etc. Les mecs sont ultra forts. Ils ont fait des coups extraordinaires dernièrement, notamment sur un coup de filet anti-drogue, je crois que c'était peut-être 2020, 2021 ou 2019, où ils ont fait la plus grande arrestation mondiale de drogue partout dans le monde. Enfin, les mecs, c'est des stars, quoi. Mais si tu leur donnes plus d'argent, si tu formes plus de gens, c'est quand même plus intéressant et ça défend plus. Parce que si tu essayes de défendre la société contre les criminels, il y a d'autres manières de le faire que d'imposer aux honnêtes citoyens toujours plus de restrictions. Voilà. Et moi, je proposerais qu'on rentre plutôt dans le financement de notre armée et de notre police pour stopper les cybercriminels. Ouais. Ok, non, très bien. Et alors, Pascal, dernière question, mais merci beaucoup. On est en France, il y a un nouveau gouvernement depuis maintenant quelques mois, avec notamment un secrétaire, enfin plutôt un ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, qui voilà, a pris ses fonctions. Comme on l'a révélé avec Greg, il a même un conseiller, alors entre guillemets, crypto. Qu'est-ce que tu attends du nouveau ministre? Et voilà, si tu avais un mot ou une proposition à lui faire, quelle serait-elle? Voilà, tu peux le faire maintenant. Non, mais Jean-Noël, je le connais, on a déjà discuté, et puis je lui dirais sans doute que ce que je lui ai déjà dit, c'est que je pense que il faut réduire l'action de l'État à certaines choses qui sont essentielles, mais limiter l'action de l'État et d'éviter de faire le. Quand j'étais chez Yahoo, il y avait un truc qui était sorti à l'époque qui s'appelait le Peanut Butter Manifesto, et c'était de dire si tu prends une tartine et que tu as un petit peu de peanut butter ou de confiture, si tu l'étales trop, bon, à la fin, tu n'as pas assez de confiture pour toute ta tartine, quoi. Et je pense qu'une des tentations des politiques, des gouvernements, que ce soit la France, l'Europe, etc., c'est de s'occuper de tout faire, d'être sur tous les sujets, etc. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux être sur. Mais d'ailleurs, c'est comme dans le business, hein. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut rationaliser et focaliser, sinon tu n'arrives à rien faire, en fait. Et donc, c'est le conseil que je donne à un entrepreneur ou à n'importe qui. C'est concentre-toi sur les choses sur lesquelles tu peux avoir de l'impact et essaie d'avoir un maximum d'impact là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des thèmes sur la technologie en Europe, type les autoroutes de l'information. Elle est où notre data? Enfin, tu vois, sur toute la guerre de l'intelligence artificielle, il y a la data. La data aujourd'hui européenne, elle est où? Qui peut y avoir accès? Comment on peut faire pour faciliter l'accès à la data européenne, notamment peut-être en privilégiant les entreprises européennes d'abord et ensuite les autres, tu vois, il y a des sujets comme ça. La data et les autoroutes de data, moi, ça me paraît important. Il y a d'autres sujets comme ça qui sont la net neutralité, justement, et dans la série de la net neutralité, tu vois, l'accès aux cryptos et faire en sorte de mettre en sanctuaire les codes open source, parce que tu vois ce qui s'est passé avec Tornado Cash, c'est un précédent quand même vachement dangereux, quoi. Si tu es un développeur et que tu mets du code open source en ligne, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller en prison. Enfin, tu vois, c'est genre là, c'est anti-liberté d'expression, quoi. Donc pour moi, il y a des sujets comme ça qui sont des sujets clés. Et moi, si j'étais à la place d'un gouvernant, je me limiterais à certains sujets clés et j'irais essayer d'avoir un maximum d'impact. Il y a aussi autre chose, par exemple, ce qu'on dit, ouais, on n'arrive pas à faire les GAFAM, etc. OK. Personne ne se rend compte vraiment de la difficulté qui est pour un entrepreneur européen d'aller incorporer ton entreprise dans tous ces pays d'Europe, quoi, la Suède, l'Allemagne, etc. Si tu pouvais faire une incorporation unique européenne, déjà, ça changerait pas mal de choses. Donc, pour moi, il y a des sujets comme ça qui sont typiquement des sujets régaliens où, si ce n'est pas le ministre qui le fait, ça n'avancera jamais, qui sont pour moi des sujets d'intention forts et je me concentrerai que là-dessus. Ouais. Bon voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet entretien. Merci Pascal d'avoir participé à ce long format baptisé The Big Whale Insight. C'est assez rare d'avoir un capitaine d'industrie comme toi pendant aussi longtemps. Je pense qu'on a fait un sacré tour. Et du coup, j'ai plus qu'une recommandation, c'est d'inciter tout le monde à s'abonner à The Big Whale pour ne rien manquer du Web3.